Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 11e épisode de Sporteur en collaboration avec Sport Club Reims. Vous nous écoutez sur les ondes de Radio Jeune Reims et de Thème Radio. 11e épisode et toujours en compagnie de Yanis Boustia. Salut Yanis. Salut, bonjour à tous. Je le rappelle, Sporteur vise à mettre en lumière les futures pépites locales ainsi que de parler avec de jeunes retraités comblés. Aujourd'hui, on reçoit un invité de marque, une jeune pépite locale. Est-ce qu'on peut l'appeler pépite maintenant? Je suis plus très sûr, c'est Lucas Dubo. Salut Lucas. Salut à tous. Je le rappelle, notre émission est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, YouTube ou Acast, ainsi qu'en podcast sur Sport Club. Et vous pouvez également nous suivre sur Instagram, _sporteur.sporteur._ pour découvrir tous nos futurs invités à l'avance. Bon, et bien sans plus tarder, commençons l'émission d'aujourd'hui. D'abord, Lucas, comment ça va? Bon, super, hein. Là, le temps n'est pas terrible pour s'entraîner, mais bon, ça va quand même, donc on reprend gentiment la semaine TT. Donc non, ça va très bien. Impeccable, et je te propose qu'on fasse une courte présentation pour nos éditeurs qui te connaissent peu ou pas encore. Et pour ça, je laisse Yanis s'en charger. Bonjour Lucas. Salut. Alors, comme il a dit Titon, nous allons te présenter. Je suis né le 4 juin, excuse-moi. Et tu es issu d'une famille de cyclistes, notamment ton père Ludovic Dubo qui a été champion de France de VTT en 94, non, t'es né en 96, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Ouais. Ton frère jumeau également, ouais, avec qui je partage ta passion commune. Vous êtes tous les deux coureurs pour la formation Von Riesel Sex Team l'hiver. C'est ça. Et pour le printemps et l'été en VTT pour la team Rock Rider Team. Ouais, c'est ça. En parallèle de ça, je suis également toujours étudiant, entre guillemets, on peut dire. Ouais, toujours. Pour les études de kiné à l'école de l'IFMK. Ouais, à Reims, voilà, ouais. Dernière année de kiné, ouais. Et justement, comme l'a dit Yanis, t'es un cycliste polyvalent, on va plus s'attarder sur ta carrière, même si tes études de kiné doivent te prendre quand même sûrement beaucoup de temps. Toi, tu pratiques toutes les disciplines du cyclisme, à peu près, le VTT, même un peu de route aux entraînements, particulièrement un attrait pour le cyclocross, on va y revenir. Toi, t'as toujours baigné dans le monde du cyclisme, donc avec ton père, mais est-ce que c'était évident pour toi de pratiquer du cyclisme dès le plus jeune âge? En fait, ouais, ce qui est contradictoire, c'est que mon père, il voulait pas qu'on fasse de vélo avec mon frère. Justement parce qu'il avait peur d'être trop d'attente par rapport du coup au sport, donc il voulait pas entre guillemets qu'on fasse du vélo juste pour s'amuser. Vu son niveau, il s'était dit donc après il voulait pas non plus trop tôt on commence le vélo et être dégoûté voilà quand on arrive 18 ans, t'as envie de sortir, voilà on peut faire la fête, choses comme ça. Donc il préférait pas nous dégoûter tout de suite. Il savait que c'était quand même un sport difficile, aussi un sport d'extérieur, tout ce que cela implique. Puis voilà aussi hygiène de vie qui est quand même importante si on veut être à haut niveau, dans tous les sports, mais aussi voilà surtout un sport individuel. Donc c'était pour ça. Et donc après moi c'est évidemment en allant sur les courses voir mon père, souvent plus lui gagner, donc j'avais envie de faire la même chose. Et on a commencé par faire du foot avec mon frère. Et donc on a fait 6 ans de foot, donc de 6 ans à 12 ans. Et mon père m'avait dit à 12 ans tu peux faire du vélo. Donc du coup j'ai eu 12 ans, je lui ai dit c'est bon, maintenant tu me prends une licence. non, encore un an. Et donc là j'ai dit ok. Et là à 13 ans je lui ai dit allez c'est bon, maintenant tu me prends une licence. Et donc pour la petite histoire là, il m'a pris la licence et en régional tout de suite j'étais dans les meilleurs. Et j'ai fait une course de test vraiment, ça s'appelle le Rock d'Azur en VTT. J'étais en minime et donc je l'ai faite et je fais deuxième, je perds pour 2 cm par rapport à un Italien, mais voilà déjà c'était au niveau mondial, donc c'est une course phare en minime, le Rock d'Azur, et je fais deuxième alors que j'étais en tête toute la course, donc je fais une petite faute sur la plage où je tombe, mais tes débuts c'est normal. Voilà c'est ça. Mais donc évidemment tout de suite dans les meilleurs. Ensuite Coupe de France en cadet, pareil dans les 10 meilleurs français alors que j'étais en première année. Oui, on va y revenir de toute façon parce que toi, tu as performé, on peut dire, dès l'enfance, à 13 ans, du coup, lors de ta première licence. Est-ce que toi, au début, tu envisageais vraiment une carrière sportive? C'était vraiment ça ton ambition ou tu le faisais vraiment par passion uniquement? Non, au tout début, non, c'était par passion. Après, voilà, c'est sûr qu'une fois que le niveau, j'avais un bon niveau, que c'est arrivé, il y a aussi les gens qui disent ah ouais, t'as un très bon niveau, est-ce que t'as envie de passer professionnel, choses comme ça. C'est sûr qu'au début, voilà, j'avais comme objectif de passer professionnel. Après, c'était professionnel, le statut professionnel, c'est vraiment que sur la route qu'on en parle vraiment. Et là qu'on gagne vraiment leur vie, on voit le Tour de France, tout le monde connaît. Alors que le VTT, il y a moins de personnes qui connaissent. Donc, mais moi, je me faisais plus plaisir en VTT et notamment en cyclocross. Donc le statut professionnel il est quand même beaucoup plus difficile, il y en a que très peu qui en vivent du coup en cyclocross en VTT. Bien sûr, ouais.
Mais ouais, voilà, c'est venu petit à petit de se dire pourquoi pas devenir professionnel un jour en VTT ou cyclocross, Et- même route. Je le vois, et du coup, ça commence en 2012 à peu près, lors de tes années cadets. Tu finis d'ailleurs deuxième du championnat de France cadet, comme t'allais le dire précédemment. Est-ce que donc c'est à partir de là où tu t'es potentiellement dit qu'il y avait quelque chose à faire dans le cyclocross? Pas une carrière sportive peut-être, mais vraiment, tu pouvais carrément en vivre. Ouais, même voilà. C'est encore un peu trop tôt? Non, bah après voilà, c'est quand même tôt, on est cadet, mais non, c'est sûr quand on a des résultats comme ça, c'est pas aussi que un résultat qui a fait que, mais Clairement. c'est sûr quand sur le chemin de France, t'arrives à être là le jour J, C'est ça. être présent. J'avais fait deuxième et je pense aussi pour ça que ça m'a aussi donné l'envie, c'est bah j'ai pas gagné, j'ai fait deuxième, j'étais en tête pendant tout, en gros ça a duré une La partie demi-heure. du tracé, ouais. Pendant le dernier Ouais. quart d'heure, c'était moi qui étais en tête avec 10-15 secondes d'avance, donc voilà, un gros suspense, une grosse tension. Évidemment, je me fais battre, me faire prendre les 30 derniers mètres. Mais voilà, cette rage-là, en fait, ça m'a toujours poussé à me dire, bah, un jour, voilà, je veux être champion de France. Junior, voilà, j'étais toujours dans les meilleurs. Et j'ai pas réussi à gagner non plus. Mais j'ai fait, je crois, 3e et 6e. Bah oui, bien sûr. 4e et 6e. Lors de la saison 2013-2014, tu gagnes un challenge de Coupe de France déjà, Ouais. d'abord. Ouais. Et la première Coupe du Monde de l'année d'ailleurs à Fauquemont quand même, ça dit quelque chose de ton niveau à ce moment-là. Et devant ton frère jumeau d'ailleurs, Joshua, qu'on salue. Et on en reparlera, mais est-ce que d'abord à ce moment-là, tu été étonnamment surpris d'être déjà si haut face à un plateau relevé? Je me souviens quand même, ce plateau, il y avait déjà des Iserbeat, le frère de Toonarts quand même. Ouais. Et il y avait Gossens aussi, il me semble. Ouais, Donc, ouais. est-ce que toi, tu as été étonnamment surpris déjà d'être aussi haut alors que tu venais de pratiquer il y a 2-3 ans, tu venais de prendre ta première Ouais, licence? voilà, je m'y attendais pas du tout. Je savais qu'en cadet, j'avais quand même fait des belles performances. En junior 1 aussi. Mais c'était pas non plus, j'avais pas fait de top 5 en Coupe de France. Je me suis dit, là, on va voir la saison comment ça se passe. Et j'ai gagné, je crois que toutes mes courses en début de saison. Et jusqu'à arriver à la première manche de Coupe de France, que j'ai gagné, pas facilement, mais quand même avec un bel écart. Et voilà. T'avais Bien déjà physique. une marge qui te permettait. Ouais, voilà, j'avais une petite marge en Coupe de France. Mais donc, du coup, suite à ça, je gagne la Coupe de France. Le week-end après, c'était la Coupe du Monde. Bah, sélectionné en équipe de France, évidemment. Première sélection en équipe de France. Moi, clairement, j'allais à la Coupe du Monde pour me dire, ouais, si je fais top 15, franchement, je lève les bras. Hein, c'était l'objectif, voilà, c'était même pas un objectif, c'était juste se faire plaisir, Oui. découvrir. Et genre, ouais, un top 15, un top 10, ça aurait été exceptionnel. Et ouais, c'est fait que Joshua a quand même réussi à se qualifier alors qu'il avait fait, je sais plus, 12e ou 8e de la Coupe de France. Ok. Il avait 4 saisons derrière. Donc du coup, il a quand même été pris alors qu'il n'y en avait que 4 de prix. Et voilà, donc je partais à la Coupe du Monde 4e ou 5e ligne. Et quand on sait que les lignes sont hyper importantes en cyclocross pour Bien sûr. qui influent la course. Et au bout du premier tour, alors, on était tous groupés, une vingtaine. Et à l'entame du deuxième tour, ça s'ouvre un peu. J'arrive à doubler sur la gauche avant une partie un peu technique dans un dévers. Je passe vite là-dedans. Il y a aussi Sébastien Avaux, Oui. un collègue d'ici, enfin un ami d'ici, ouais. Et je sors de là, j'ai 5 mètres d'avance sur lui et derrière il y a un trou. Et du coup, j'y vais, je continue. Et là, bizarrement, ça creuse l'écart. Et là, à un moment donné, je me redis, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Je me suis en train de m'enflammer, je suis en tête d'une Coupe du Monde, j'ai jamais fait ça. Et ouais, ça s'est super bien passé. Et c'était Yannick Peters, un Belge du coup, Yannick très fort en. D'ailleurs, qui est champion d'Europe cette année-là, c'est pas lui ou il est Cha- sur le podium? ouais. Il va faire 3e aux Europes. Ouais, si, peut-être champion d'Europe, je champion crois. d'Europe. Champion d'Europe. cette année. Bah là, ça me permet une question toute trouvée. Toi, tu fais 4e aux Europes. Ouais. Est-ce que tu avais déjà l'ambition de faire un podium là avec cette Coupe du Monde gagnée? Bon, c'était la première. Après, il y en a eu Ouais. plusieurs, mais aux Europes, toi, tu avais l'ambition de faire un podium déjà? Ouais, voilà, c'est sûr, quand je gagne la première Coupe du Monde, avant la première Coupe du Monde, non, j'aurais pas Oui. la prétention de dire ça, mais après, voilà, vu ce résultat, j'avais quand même, voilà, l'objectif de faire un podium, enfin, chercher une médaille. Après, voilà, c'était des conditions très particulières, chemin d'Europe. Le placement, j'ai pas trop mal géré, surtout au niveau fin de course, en gros, on jouait on était 5 pour la gagne. Mmh. Dernier tour, j'étais plutôt 5e et du coup, pas bien placé. Malheureusement. J'étais dans une course dans la boue. Voilà, c'est des erreurs un peu de jeunesse, mais voilà, faut être bien placé. Parce que dans la boue, il n'y a pas trop d'aspiration. Tu te prends la boue de l'autre devant, les mauvais trages, les erreurs. Et c'est ça qui me coûte un peu, je pense, en tout cas une médaille. Après, la victoire, je sais pas. Je pense qu'ils étaient quand même très forts. Oui.
mais au moins le podium. Et justement, bon, on va pas résumer tout ton parcours de cadet junior parce que Ouais. il y a eu des victoires, il y a eu des cyclocross, mais on va quand même dire que tu as performé durant ces années-là. Tu fais encore champion de Champagne-Ardenne de cyclocross en junior, il me semble. Après, 8e au championnat d'Europe, de nombreux top 10 en Coupe du Monde Espoir quand même. Là, on va parler un petit peu plus justement de ta catégorie Espoir, la catégorie où tu as quand même régné dans l'Hexagone, on peut le dire comme ça, surtout grâce lors de la saison 2007-2018 et championnat de France de cyclocross en 2018 avec la petite consécration quand même. Tu deviens champion de France espoir devant ton frère d'ailleurs, encore une fois. Cette course, comment tu l'as ressentie? Est-ce qu'on peut dire que c'était la course parfaite? Ouais, franchement, c'était la course parfaite et voilà, une saison très compliquée en début de Oui. saison. C'est vrai. Je sais plus exactement, mais j'avais du mal à faire vraiment des top 10 en Coupe de France. Et en Coupe du Monde, pareil, j'étais vers la 15e, 20e place au mieux. C'était un peu compliqué. Et quand on sait que c'est la dernière année espoir, on se dit c'est entre guillemets la dernière année où on peut vraiment performer avant de passer chez les élites, qui est quand même encore un niveau autre chose. Au-dessus, bien sûr, un cap à autre. franchir. Et donc, évidemment, c'est un peu un ultimatum, mais c'est dur de passer tous les week-ends, entre guillemets, se prendre des claques tous les week-ends. Mais je suis resté bien concentré, toujours bien dedans, et notamment à la Coupe du Monde à Namur, je fais un podium derrière un certain Laserbeat et Peacock. Ouais. Donc, ça commence à classer un homme. Voilà, à donc ce moment-là. quand je regarde les photos, je me dis ouais, quand même que Tu finis presque premier finalement. c'est ça, c'est dur de faire un peu mieux. Mais à cette époque, ce qui est dingue, c'est que tu arrivais à être au même niveau que ces gars-là à peu près quand même. Ouais. Est-ce que tu as conscience quand même que en espoir, tu étais vraiment t'étais un phénomène en France, on peut le dire comme ça? Ouais, non, c'est vrai, voilà, après peut-être moins régulier qu'eux. Oui. Mais déjà au niveau français, on en a très peu qui sont quand même aussi forts que ça. Mais bon, en jeune catégorie, on est quand même assez pas mal au niveau français. On a du mal à performer sur la suite. C'est ça, mais c'est vrai Mais, qu'en France, il y a quand même. Ouais, non, je pense que évidemment, victoire en Coupe du Monde, il n'y en a pas 50 qui ont gagné en France non plus, enfin des Français. Et c'est sûr, quand je vois les noms qu'il y avait, Kobe Boussens non plus sur route est très impressionnant. Il y avait des nouveaux Nuis, pareil, impressionnant sur route ou en cyclocross. Enfin, tous les gars comme ça, c'est Les gars hyper des forts, grands c'est noms. Après, voilà, je pense que il y a aussi le fait de continuer ses études ou pas. Et, C'est ça, On y reviendra de toute façon, que tu as préféré un cursus universitaire plus à une carrière professionnelle qui te tendait les bras, on peut le dire. Tiens, Yanis, tu avais une petite question, il me semble. Ouais, pour faire la transition avec les années espoirs, on va passer au début de l'année 2018 où ce que tu rentres dans la catégorie élite chez les cyclocross. Tu découvres le plus haut niveau, comment s'est passée cette transition, on peut dire entre guillemets? Déjà, ouais, je sors d'être champion de France espoir. Ouais. Donc, Ce qui est pas rien quand même. C'est la consécration. T'as Et une les attentes certaine, aussi. t'as une Ouais. certaine pancarte. C'est ça, presque. ouais. Puis pour la petite histoire, j'avais fait deuxième, c'était au même endroit à Kelmec en cadet. Et du coup, je deviens champion de France, du coup, Ok, Ah, quel ça, mec. tiens, je savais pas. du c'est coup une au même petite endroit. Donc, ouais, voilà, c'était aussi un. Sentiment de revanche peut-être. Ouais, un petit sentiment de revanche, personnel, pas Oui, par oui, rapport bien aux sûr. athlètes, mais voilà, de me dire, ok, maintenant je repars de Kelmec, du coup, avec le titre cette fois-ci. Et donc, ouais, non, c'était. Et puis aussi une course particulière avec mon frère où on a essayé de s'aider un petit peu, donc non, voilà, 1 et 2 en plus, encore une fois. C'était fête nationale ce C'était jour. c'était vraiment grandiose, sachant qu'on sait que le niveau était quand même serré, assez homogène entre tout le monde. Mmh. Donc non, ouais, super content. Et sûr qu'on passe, là, je parle de moi, mais aussi de mon frère, on passe tous les deux dans la catégorie élite. Là, quand on fait 1 et 2 comme ça, c'est sûr qu'on est attendu. Et voilà, c'est de passer ce cap-là tout de suite, de se dire ok, on est dedans, mais tout de suite essayer de performer et pas juste dire ok, on va découvrir. Voilà, pour moi, c'était vraiment direct tout de suite performer. Et j'ai essayé de faire au mieux que j'ai pu. Je crois que le chemin de France, j'ai pas été terrible. Après, non, voilà, je crois que j'avais quand même fait une bonne saison pour une première année chez les élites. Et donc, non, voilà, toujours important de bien commencer les années élites, enfin surtout voilà, franchir des caps. Donc, non, je pense que c'est plutôt pas trop mal passé. Ouais. Et justement, on va revenir sur ta carrière en élite et sur ton cursus universitaire. Après ces belles années espoirs, le cap élite, donc comme on le disait en amont, on sent une petite stagnation au niveau de ce cap à franchir. Toi, tu performais tellement en espoir que il y a des fois des cas où ils n'arrivent pas à performer tout de suite en élite. Toi, comment est-ce que t'expliques cela? Comment tu as eu une baisse de régime, on peut le dire, en catégorie élite dès ton arrivée?
après voilà, il y a déjà le fait que voilà, le niveau, faut être beaucoup plus régulier, beaucoup plus assidu, choses comme ça, vraiment faire attention à ce qui est hygiène de vie. Moi, j'ai fait le choix voilà, de continuer mes études aussi en parallèle. Et je pense que quand on arrive vraiment à ce niveau-là, plus de 23 ans, c'est un choix de vie. C'est Bien sûr. soit tu as envie de tenter de passer professionnel, ou soit du coup sécuriser ton futur, entre guillemets. Et moi, voilà, j'ai fait le choix quand même de continuer le vélo, évidemment, Bien sûr. par rapport à mon niveau. Et ça me fait c'est aussi voilà, un équilibre, je pense, de vie. Mais voilà, aussi privilégier mes études pour l'avenir me dire que j'ai quelque chose derrière au cas où. Parce que voilà, en cyclocross notamment et en VTT, ça évolue bien, mais c'est pas comme la route où il y a quand même des. Ou comme dans le foot par exemple, il y a des Oui. sommes astronomiques. Donc non, voilà, en cyclocross, au niveau français, il y en a, je sais pas, Ouais, Trois- en cyclocross, ouais, 3 ou 4. 3 ou 4 qui gagnent vraiment, qui gagnent Quand bien tu leur les vie vois, après, et puis j'ai envie de dire même bien leur vie. En plus, ils font de la route à côté. Donc, Ouais, ils font de la route. Et donc- sinon, puis même j'ai envie de dire, ils gagnent leur vie, mais même si dans 10 ans ils arrêtent, même si tu finis à 40 ans ou 35 ans, il te reste encore au moins 20 ans à bosser. Si donc tu finis consultant, Faudrait qu'on version, non. c'est ça, ouais. Faut pas citer de nom. Mais oui, donc on le disait, toi par exemple, on le disait un petit peu précédemment, vous êtes deux quand même dans la fratrie, toi et ton jumeau Joshua. Lui, on peut dire que t'avais un meilleur niveau en espoir, en junior, surtout que ça t'aidait parce que t'avais quand même une marge de puissance, tu faisais 10 cm de plus et t'avais quand même 15 kilos de plus, donc ça aidait. Lui, il a privilégié un parcours plus spécialisé en cyclocross et surtout après son titre de champion de France. Toi, comment est-ce que tu as toujours vécu d'être avec ton frère, de vous tirer la bourre depuis tout petit? Toi, comment est-ce que tu le ressens? Est-ce que c'est un plus chaque jour ou des fois tu peux dire que ça t'a aussi un peu amoindri? Non, voilà, c'est sûr qu'au début, tu l'as dit, voilà, au niveau morphologie, au tout début, on a beau être des jumeaux, manger pareil, dormir pareil, tout faire pareil. Des fois. Au début, voilà, on a été vraiment différents, donc 10 kilos d'écart et environ 15 kilos d'écart aussi. Donc, dans les jeunes catégories, ça m'a quand même pas mal aidé, faut le dire. Et, ouais, après, il a grandi aussi, il a eu la croissance, on est revenu quasi pareil. Donc, on arrive dans les années juniors, voilà, on était kiff-kiff. Et voilà, entre frères, je sais pas si vous êtes des frères ou pas, mais en tout cas, entre frères, déjà, on a envie de, voilà, toujours être meilleur que l'autre. Bien sûr. Donc déjà, rien que par rapport à ça, même à l'entraînement, on se titillait. Et puis, après, voilà, je pense que ça fait une émulation et que, après, voilà, c'était bien pour nous, c'était pas non plus, on chamaillait, mais c'était bon enfant. Oui, ça, Voilà. ça a toujours été Toujours dans le but pas de vous Ouais, voilà. de performer et jamais pour vous mettre des bâtons dans les roues. Non, ouais, voilà, on n'a jamais fait ça. Après, il y a des courses, on se disait avant le départ, souvent parce qu'on savait qu'on allait jouer vraiment tous les deux la gagne. On se disait, bon, aujourd'hui, on fait pas de cadeaux, ou au moins jusqu'au dernier tour, on se met vraiment Yes. à la guerre. Et je pense aussi pour ça que, voilà, qu'on est à ce niveau-là aujourd'hui, et encore lui, encore plus haut aujourd'hui. C'est ça que nous a fait, moi, entre guillemets, c'est mon père qui m'a tiré vers le haut. Donc, moi, j'ai eu un très gros niveau, je pense, grâce à lui au début, j'ai m'entraîné souvent avec lui, Joshua aussi. Et en plus, Joshua, après, du coup, était tiré par moi aussi dans un premier temps. Et après, c'est l'émulation de nous deux, entre guillemets, quand quand on fait un dans le Coupe du Monde, quand t'as le meilleur mondial qui s'entraîne avec toi, Bien sûr. évidemment, tu progresses aussi, et lui aussi, donc, Puis Quand- il devait se dire pourquoi pas lui aussi. ouais. Au tout début, clairement, ça a été dur pour moi quand, première fois, l'entraînement, il a commencé à me battre. Oui. Parce que, tu te On bats se depuis doute. tout le temps, Ouais. là, il te bat, tu te dis, ouais, l'ego, il en prend un petit coup quand même. Mais non, après, ça s'est fait, c'était comme ça. Après, j'ai accepté aussi d'être moins fort, ou en tout cas équivalent. Et puis, non, voilà, je pense que là, je suis très content que lui réussisse. Et voilà, j'essaie vraiment de le pousser aussi à réussir. Et voilà, quand lui gagne son premier titre de champion de France en cyclocross, voilà, c'est pas comme si moi j'avais gagné, mais presque. Donc, Oui, on parle de toi, ouais. en fait, le titre il était pour tous les deux, Ouais. presque. Puis même, tu le dis, en 2018, quand tu es champion France Espoir, vous parlez un peu de rivalité entre vous, si vous jouez la gagne, mais ce jour-là, vous étiez plus dans l'optique de ramener le maillot, peu importe qui le remporte. Ouais, voilà, nous, on sait que un titre, c'est hyper important. Bien sûr. Même on voit une Coupe du Monde, c'était déjà très impressionnant enfin, de gagner une Coupe du Monde, mais encore un titre, même si c'est que national, c'est hyper important d'avoir un titre, tu le portes pendant une année. Enfin, moi j'ai eu la chance parce que du coup je passe dans la catégorie d'au-dessus, C'est vrai. mais non, c'est hyper important. Et nous, on est toujours sur un championnat, que ce soit régional ou national ou international. C'était pour au moins aller chercher quelque chose, donc une médaille.
Évidemment, on se souvient quasi que du premier, hein, clairement. Donc c'était le titre, que ce soit lui ou que ce soit moi, peu importe, mais en tout cas, il fallait faire tout le possible pour le ramener à la maison. On s'est toujours dit ça et on se le dit toujours en ce moment. Donc quand on y va, voilà, moi je pourrais me sacrifier ou lui se sacrifier. Et donc là, et en plus ça nous aide. Je me retrouve devant, lui derrière, entre guillemets, il a rien à faire. C'est limite de la route en fait. Ouais, c'est pas comme de la route parce qu'il y a moins d'aspiration. Oui, c'est par exemple, pour faire que... comparaison avec les Powells, Van Terenhout et Easy Orbit, par exemple, ils jouaient carrément de ça. Vous aussi, mais encore plus. Du coup. C'est ça, nous encore plus parce que du coup on est frères, donc c'est sûr que c'est encore différent qu'un autre coéquipier. Mais ouais, voilà, c'est sûr que c'est quand même un aspect quand même par équipe qui joue. Après, c'est sûr que quand on a des fois, j'essaie de l'aider, mais quand on a un écart de niveau trop important, j'arrive même pas à suivre la tête, donc je peux pas trop l'aider. Mais quand c'est possible, en tout cas, je le fais. Et là, en esport, c'était mentalement, on pouvait le faire. On l'a fait et ça a marché. Après, ça marche pas tous les coups. Bien sûr. Hein. Mais voilà, ça a marché ce jour-là et tant mieux que c'est tombé ce jour-là, donc c'était top. Tant mieux. Nous allons revenir à cette saison, le début de la saison 2022, qui commence très bien pour votre team avec, comme on l'a dit précédemment, la victoire de ton frère. Oui, quand même. C'est pas rien, je pense que... Et pour ta part, tu as mis 24e, il me semble. Ouais. Donc par la suite, tu termines ta sélection de cyclocross à ce moment-là, il me semble. Ouais, c'est ça, j'ai fini là. La suite de la saison se termine avec pour toi le VTT, notamment les manches de Coupe de France. Il me semble juste que la première c'est à Marseille, tu finis top 30. Ouais, voilà, après ça dépend en fait des Coupes de France parce que des fois il y a des. C'est pour remonter en gros. Ouais, c'est pour remonter, c'est le problème des points SCI. Ouais. C'est que c'est le classement mondial comme au tennis, en fait, classement ATP, nous c'est classement UCI. Et chaque course, enfin surtout moi sur les courses que je fais, t'as des courses UCI donc où tu marques des points. Donc évidemment, ça dépend les classes, enfin les catégories de la course. Mais souvent là en Coupe de France, c'est des C1, donc classe 1, c'est les 15 premiers qui marquent des points UCI. Et évidemment, faut essayer de rentrer dans ce top 15 pour marquer des points et partir mieux la course d'après, le départ. Par exemple, sur une Coupe du Monde, en ce moment là actuellement, si je fais la Coupe du Monde, je pars la 12e ligne, quelque chose comme ça, je pars environ 120e. Et sachant que pour marquer, on marque tous, en Coupe du Monde, on marque tous des points. Mais en gros, vraiment, on marque des gros points à partir du 60e. Sauf que quand je pars 120e, au niveau mondial, doubler 60 mecs, c'est impossible. Ou sinon, faut avoir le niveau de Joshua ou d'Alain Van Der Poel, des choses comme ça, ou de Pitcock. Mais clairement, si tu arrives à doubler plus de 60 mecs quand tu pars 120e, t'as pas le niveau du 60e, t'as le niveau du 20, 30e, donc tu remontes vite au niveau UCI. Moi, je pense que je suis plus au niveau 60e mondial. Donc quand je pars 120 au lieu de 60, je reviens à 80, 90. C'est un peu l'inconvénient en fait de ce système-là en fait. Ouais, c'est ça. Tu penses quoi de la saison dernière en VTT malgré ce petit désavantage? Non, voilà, je pense qu'il y a quand même régulier, c'est quand même difficile d'être régulier par rapport à mes études. Ils ont des moments où je m'entraîne plus ou beaucoup moins. Mais non, j'ai réussi à faire des belles courses, ça marque évidemment des points ici, donc ça veut dire souvent quand tu fais des belles courses. Oui, quand même. Niveau en Coupe de France, je crois que j'ai réussi à faire des top 15 ou en tout cas m'y rapprocher. Donc non, je suis vraiment content. Malheureusement, la semaine dernière, c'est ralenti avec notamment une entorse au poignet, en juillet, il me semble. Ouais, c'est ça, je fais quand même un petit peu de route aussi, voilà, quand il y a des courses pas très loin de la maison. Et aussi en préparation, des fois c'est aussi important. Donc j'aime bien la route, donc je m'étais dit je vais peut-être faire une course près de la maison, pas loin, donc je l'ai faite. Et j'étais super en forme, malheureusement il y a un mec qui tombe devant moi dans un virage où ça glissait pas mais c'était sec, mais avec la vitesse des fois on sait pas pourquoi, et là il est parti de l'avant, peut-être un peu de saleté par terre. Et on roule à 45 dans un virage environ, donc j'ai pas pu l'éviter, je passe par dessus. J'ai quand même fini la course, mais j'avais très très mal au poignet et je me suis dit c'est bizarre, c'était pas la sensation comme d'habitude. Donc j'ai été faire des IRM et scanner, enfin les radios. Et du coup non, c'était pas cassé déjà, donc ça allait. Et après voilà, juste une belle entorse, mais que j'ai très rapidement soigné. Donc en 2-3 semaines c'était reparti. Vraiment mon objectif de saison était quand même un mois après, donc j'avais quand même le temps de revenir tranquillement et ça s'est bien passé. Donc on a parlé de ton entorse au poignet. Alors cette année tu reviendras, mais quels seront tes objectifs? Bon voilà, déjà championnat de France pas très loin de la maison, donc essayer de monter en puissance jusqu'à ce rendez-vous-là. Mi-juillet, voilà, mais c'est mi-juillet et si tout va bien aussi, normalement je suis diplômé début juillet en kiné, donc avant il y a un petit objectif de perso comme ça niveau études, mais non voilà. Après, essayer de monter en puissance jusqu'au chemin de France.
notamment le XCC si je peux faire une bonne place. J'ai pas d'objectif vraiment en tête, mais voilà, on verra comment ça se passe. Et puis aussi aider Joshua le plus possible, voilà, pourquoi pas un podium au championnat de France VTT. Ouais. Et ensuite voilà, c'est se faire plaisir au maximum, essayer peut-être pourquoi pas faire plutôt des courses dans la région. Et voilà, en Coupe de France, pareil, essayer de décrocher un top 15, ça serait déjà sympa. Donc voilà. Depuis plusieurs années, tu participes à une discipline qui est en plein essor, le e-bike, notamment sous les noms d'un certain Julien Absalon. Peux-tu nous en dire plus sur cette épreuve? Que les auditeurs ne connaissent pas forcément, et je pense qu'ils connaissent un petit peu plus le cyclocross ou le VTT, mais le e-bike, vu que comment c'est tout récent, peut-être que tu peux apporter plus d'expertise là-dessus. Ouais, voilà, on se dit, ouais, bah, le e-bike, le TT électrique, on se dit, bah, comment on peut faire une course? C'est juste, on force pas, alors que si, on force beaucoup. J'ai les mêmes, enfin, je monte autant en puissance cardiaque en VTT électrique qu'en VTT normal. Ah oui. Entre guillemets, bah, évidemment, le règlement, c'est qu'on est bridé à 25 km/h. Sauf que, bah, nous, des fois, on roule à plus de 25 km/h, donc surtout sur du plat. Et ben, des fois, carrément, en course, on essaye d'aller plus haut que le 25, donc, on n'est plus aidé par l'assistance. Donc, quand on a un vélo de 20 kg sur du plat et qu'on roule à 30 à l'heure, il faut vous dire qu'on met quand même pas mal de puissance. Et après, même les bosses, évidemment, on monte pas à 25. Parce que le moteur, il a quand même du mal à suivre. Donc, bien, ouais. c'est là qu'il faut trouver une bonne cadence de pédalage. Et aussi le poids puissance qui joue vraiment fort. Évidemment, si plus on est lourd, plus le moteur il va avoir du mal à nous aider. Donc il faut essayer aussi voilà, de gagner 1 ou 2 kilos sur soi-même déjà, et après aussi sur le vélo. Et donc ouais, le format de course pour l'instant, en fait, c'est, notamment le championnat du monde que j'ai fait, c'est comme du XCO. Donc c'est un tour qui fait environ 10 minutes. Et on fait, je crois que c'est environ 1 heure de course. Donc entre guillemets, on fait 6 tours. Et on part tous ensemble. Et c'est comme le XCO, le but c'est de franchir la ligne le premier après avoir fini ces 6 tours. Ok. Tes séries de discipline, c'est un moyen pour toi de couper un peu avec le VTT et le cyclocross, ou alors tu as vraiment des objectifs Donc voilà, moi le but c'est déjà oui, il y a le haut niveau, mais pour l'instant c'est moins le haut niveau que je recherche, c'est vraiment me faire plaisir. Après si le résultat est là, tant mieux. Mais ouais, c'est de se faire plaisir, et avec des groupes d'amis, choses comme ça, on se fait des petits défis. Et donc ouais, j'aime bien voilà essayer à d'autres disciplines. Voilà, le VTT électrique, c'est aussi mon sponsor qui m'a demandé de le faire, et voilà, je me suis vite pris au jeu. Et le gravel, pareil, je leur ai dit, je suis peut-être intéressé à faire une course gravel, et direct ils m'ont dit, ouais, si, vas-y, fais-la. En plus, ils avaient un nouveau vélo, donc je l'ai testé, donc eux, ils sont contents. Moi aussi content de découvrir un nouveau vélo et une nouvelle discipline. Donc l'un dans l'autre, en fait, c'était logique. Ouais. à présent pour la suite de ta saison 2022, enfin la fin de la saison du coup, mais une grosse partie avec notamment la saison de cyclocross, qui est sûrement la saison la plus aboutie, on va dire ça en élite, avec 4 victoires, 3 top 30 en Coupe du Monde. Tu fais également ton meilleur résultat au championnat de France, 5e. T'étais plutôt déçu de ne pas avoir cherché la médaille, ou déjà assez satisfait d'avoir franchi une nouvelle étape? Non, ouais, clairement, je m'étais dit, cette saison-là, je la mets limite de côté, parce que c'était ma dernière année de kiné. J'aimerais bien la finir, donc je me suis dit, vraiment, j'ai mes études, après l'entraînement, c'est pas grave si je m'entraîne pas beaucoup cet hiver. Donc c'est ce que j'ai fait niveau entraînement, franchement, j'étais à 5 heures semaine, voire moins des fois, donc ce qui est rien pour ce niveau-là. Et même en cadet, je faisais plus, donc je m'étais dit, franchement, ça va pas tenir, et début de saison, pas terrible le premier mois. Moi aussi, j'ai eu quand même 1 ou 2 victoires au niveau régional. Mais après, au niveau national, je crois que c'était la première Coupe de France, j'étais pas trop dedans. Et au bout d'un mois, d'excellentes sensations. Et j'ai notamment après fait la Coupe du Monde, et premier top 30, alors que j'avais jamais fait un top 30. Et donc là, je me suis dit, la forme elle est bonne. Et j'ai enchaîné sur les Coupes de France, aussi sur des courses UCI en France, où j'ai accroché 2 places de 4. Évidemment, je cherchais le podium, et que j'ai réussi à avoir le 1er janvier en course UCI en C2 au Luxembourg. Et voilà, je suis monté en pression, et chaque week-end, je me suis dit, c'est quand que la forme elle va baisser. Et je faisais que des perfs sur perfs. Donc non, super content de cette saison, je m'attendais vraiment pas du tout. Et j'ai l'impression que c'est ma plus belle saison, en tout cas en élite.
Et même, j'ai envie de dire, quasi la plus belle, même si j'avais déjà gagné une Coupe du Monde, être champion de France, là, en élite, pour moi, c'est encore autre chose. Faire 5e au championnat de France, c'est quand même pas rien. Donc ouais, non, super content cette saison. En plus, il y avait un sacré niveau quand même. Il y avait des gars comme Venturini, Doubet, Yann Gras, Michael Crispin. Bon, on va pas tous les citer parce que c'est quand même toujours les mêmes. Toi, tu cours avec ces gars depuis les années espoirs à peu près. Vous n'avez pas tous le même âge, mais vous connaissez un peu tous lors des compétitions. Et on parlait en off du cyclocross avec Yanis qui avait pris un nouvel élan. Est-ce que toi, tu trouves qu'en France, le cyclocross, il devient de plus en plus exigeant? C'est sûr que nous, on le ressent aussi au niveau français. Voilà, il y en a beaucoup plus qui ont envie de faire le cyclocross aussi. Le niveau régional, je trouve qu'il monte il monte fort. Et niveau national, voilà, évidemment, on se connaît un peu tous, mais on se tire tous vers le haut. Et là, notamment, du coup, voilà, des menus, Venturini, Joshua, un Crispin, c'est des tous gens avec qui je cours depuis une petite dizaine d'années. Et voilà, c'est sûr que même les cyclocross, en fait, les circuits sont de plus en plus durs. En fait, les spectateurs veulent du spectacle et nous aussi, entre guillemets, on veut vibrer. Et donc, voilà, beaucoup plus de gens passent notamment les planches en vélo quand il y a des planches et des obstacles comme ça. Donc ça, c'est hyper intéressant, hyper important. Maintenant, en compétition, c'est primordial de passer les planches quasi en vélo maintenant pour gagner du temps. Et c'est des choses comme ça, au niveau tout ce qui est préparation physique. Avant, on faisait que du cyclocross. Maintenant, c'est très très important de faire aussi tout ce qui est préparation physique à côté, aussi voilà tout ce qui est portage de vélo, vraiment la technique propre au cyclocross. Donc vraiment on pousse les limites de la discipline. Et puis, avant la pause, on parlait du cyclocross à l'international et en particulier des performances de Lucas. Aujourd'hui, ça nous permet une transition toute trouvée avec le nouvel élan dans le cyclocross depuis 2-3 ans maintenant et des fers de lance comme Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel. Je pense que même nos auditeurs les moins assidus les connaissent en termes de cyclocross. L'exposition autour du cyclocross, elle fait que s'accroître d'année en année. Toi, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus et quel est ton sentiment? Ouais, voilà, au niveau français, en tout cas, on a été aidé par la médiatisation sur la chaîne L'Équipe, pour citer, ou même Eurosport. Eurosport, bien sûr. Donc, ça a permis vraiment que les gens connaissent plus le cyclocross, que le cyclocross, les gens ils disent qu'est-ce que c'est. Voilà, entre guillemets, c'est juste, on a un vélo de route, mais sauf qu'on roule dans l'herbe avec. Donc, évidemment, on a des crans sur nos pneus, mais c'est quand même des pneus assez fins qui sont, entre guillemets, comme un vélo de route, sauf qu'on va dans la boue avec. Mais ouais, il y a plein de petites particularités qui sont vraiment importantes, comme le gonflage déjà du pneu, oui. Donc qui est super important. Et après voilà, plein de petites techniques comme ça aussi, le type de crampon, si on veut un crampon plus élevé ou moins élevé, ou carrément pas de crampon, mais notamment quand on fait du sable, notamment en Belgique, des courses mythiques en Belgique comme Zonhoven qui a été en Coupe du Monde cette saison. Et donc voilà, en Belgique, eux, c'est limite leur sport national. C'est comme nous en foot en France. Oui, c'est ça. Et voilà, on voit que je crois que le dernier championnat du monde, là, cette année, il y avait 40 000 spectateurs. Donc, c'était aux Pays-Bas en plus. Donc, au Geride. Ouais. D'ailleurs, on sent, encore une fois, depuis 2-3 ans, que les organisateurs de circuits cyclocross essayent à tout prix quand même de rendre le spectacle encore plus extraordinaire avec des porte-étendards comme Van Der Poel, comme Pidcock. On sent que en fait la bagarre peut se passer partout, que ce soit sur un terrain sableux, un terrain boueux, un terrain sec. En fait, j'ai l'impression que l'organisateur, à chaque fois, il va essayer de privilégier des circuits où il y aura chaque fois toujours plus de spectacles. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Ouais, voilà, c'est entre guillemets, c'est de rendre la discipline vraiment attractive, donc et spectaculaire. Donc c'est sûr que les organisateurs, eux, ils aiment montrer du spectacle à leurs spectateurs. Et donc nous aussi, en fait, en tant que coureur, je préfère beaucoup plus un circuit où justement je vais descendre de vélo, je vais passer les planches en vélo, je vais avoir un dévers qui est vraiment glissant ou des chutes aussi évidemment. Et c'est aussi ça que même moi en tant que spectateur, quand je regarde une course, j'ai envie que ça soit pas facile pour le cycliste. Et donc l'organisateur il cherche ça et nous aussi et les spectateurs aussi, donc en fait tout le monde est content là-dedans. Après c'est sûr que nous, quand vraiment il fait 3 degrés et qu'il pleut toute la course,
à un moment donné, soit t'aimes vraiment ça et t'es content, mais tous les week-ends, des fois, c'est un peu dur. Mais non, pour moi, c'est important d'être polyvalent sur tous les terrains. Ouais. C'est ça, comme tu l'as très justement dit, en fait, le cyclocross, c'est la polyvalence, ça regroupe route, ça regroupe VTT, et c'est ce qu'on aime justement pour les gens qui sont un peu entre les deux, regarder du cyclocross. Et justement, en France, vous avez un parrain, on peut l'appeler comme ça, en la personne de Steve Chenel quand même, qui milite de plus en plus. Lui, il a commencé dans les années 2000 avec des gars comme Francis Moret, qui militent pour que le cyclocross gagne encore plus en termes d'exposition. Pour toi, quels sont les axes d'amélioration pour que le cyclocross soit encore plus visible en France? Déjà, ça passe vraiment par la médiatisation déjà à la télé, mais ça évolue déjà bien. Ce serait peut-être pas mal qu'on ait déjà les Coupes de France, ou au moins quelques Coupes de France qui passent à la télé. Et déjà, rien que ça va donner vraiment un gros essor. Et voilà, on a notamment l'année prochaine 2 Coupes du Monde en France. C'est ça, à Troyes d'ailleurs. Une à Troyes et une à Flamanville. Ouais, donc pour moi, 2 circuits qui sont très beaux circuits. En plus, voilà, Troyes qui est à 1 heure de la maison, donc évidemment, on y sera. Donc non, voilà, puis voilà, et je pense qu'aussi niveau fédération, c'est aussi de pousser les jeunes dans cette discipline-là, qui est formatrice, donc que ce soit pour le VTT ou pour la route. Quand on voit des Van Der Poel, Van Aert, ils viennent tous du cyclocross. Et ensuite, après, tu choisis ce que tu as envie de faire, si tu fais plutôt de la route ou du VTT ou autre chose. Mais pour moi, voilà, c'est un sport qui est super, Après, voilà, c'est aussi, niveau matériel, qui est aussi un peu compliqué. Mais c'est aussi là que les clubs, faut qu'ils interviennent et essayer d'aider, voilà, les jeunes à avoir, entre guillemets, du matériel adéquat, sans non plus avoir des matériels comme un Wout van Aert ou un Van Der Poel. Bien sûr. Mais déjà commencer sur de bonnes bases et je pense que ça peut être intéressant de faire des choses comme ça. Et même moi, voilà, dans le futur, j'aimerais bien aussi, pourquoi pas faire des petits stages comme ça, initiation cyclocross. Intéressant. Pour des gens du coin qui ont envie un peu de progresser déjà à d'une et puis peut-être découvrir la discipline. Et pour moi, on a un terrain de jeu ici, quand même à Reims, à plusieurs endroits qu'on peut en faire, même partout, j'ai envie de le dire, clairement. On peut en faire. Donc ça serait peut-être, pourquoi pas, intéressant d'avoir quelques personnes, voilà, qui s'intéressent, et moi j'aimerais bien, pourquoi pas, faire ça un peu plus tard. Ouais. Et le rendez-vous est pris, et si ça intéresse des gens, et qui contacte Lucas. Et justement, toi, tu penses que en France, dans la durée, le cyclocross, ça peut être une discipline, j'ai pas envie de dire comme les Belges, parce qu'eux, ils en font carrément une religion, si je puis dire, mais encore une fois, qu'elle soit regardée autant que la route, tu penses que c'est possible, toi, dans les années à venir? Autant que la Belgique, non, parce qu'en fait, la Belgique, l'avantage qu'ils ont, c'est que le pays, il est assez petit. Et donc, ils ont toutes les courses à 1 heure de chez eux. C'est ça, tous les week-ends, c'est le Tour de Belgique. J'ai envie de vous dire, c'est comme si on avait tout à 1 heure de Reims, donc ce serait beaucoup plus facile, niveau récupération, même tout ce qui est niveau sponsor. Mais non, je pense que voilà, ça va prendre beaucoup un essor, surtout au niveau tout ce qui est un peu nord de la France, ou en tout cas la partie haute de la France. Et je pense que là, ça peut vraiment donner une... Puis l'avantage, c'est que je pense que aussi les équipes sur route, en fait les équipes pro, faut qu'ils ouvrent un peu à quelques cyclocrossmen, parce qu'entre guillemets, les équipes sur route l'hiver, on les voit pas, on les voit maintenant assez tôt la saison, ouais. On les voit de février jusqu'à septembre, octobre, voilà, pour les dernières courses sur route. Mais après tout l'hiver, niveau médiatisation, il y a pas grand chose, c'est-à-dire mettre des photos, des vidéos de cet été. Mais je pense que ce serait pas mal d'avoir 2-3 coureurs aussi des femmes, il y a beaucoup d'équipes femmes qui naissent, voilà, au niveau français. Je pense que ce serait aussi intéressant de faire ça en cyclocross pour, voilà, du coup ça médiatise aussi l'hiver et que du coup ça fasse monter le cyclocross. Et je pense que voilà, c'est aussi qu'on voit les Strade Bianche là récemment, on voit les femmes devant, c'est les mêmes femmes qu'on retrouve en cyclocross qu'en route. J'ai envie de vous dire, maintenant chez les hommes en route aussi, on retrouve les mêmes, des Stibard, des Alaphilippe aussi. Toujours. Ouais, au départ, bien sûr. Au départ. Donc en fait, on se dit, ah ouais, c'est vrai que le cyclocross c'est peut-être intéressant. Donc pour moi, ce serait intéressant que les équipes pro prennent sous leurs ailes, voilà, des petits cyclocrossman, mais voilà, notamment FDJ qui commence à le faire avec Romain Grégoire. Avec Romain Grégoire, voilà, qui a fait une très très bonne course à Strade Bianche récemment. Donc non, je pense que ça évolue bien, et puis c'est comme ça que voilà, on va en voir de plus en plus à la télé et donner envie et professionnaliser voilà, la discipline en France.
Mais je pense qu'on va en voir de plus en plus. Ouais. Ouais, et Même justement, l'apparition de nouveaux teams, comme le tien, Ouais. le team Legendre, C'est ça, ouais. puis d'autres, puis même les jeunes Qui vont qui bientôt arrivent. arriver. Récemment, il y a eu le français Lobizio qui a été champion du monde aussi, junior. Bizo, c'est ça. Il y a on a des belles années à venir pour le cyclocross. C'est vrai, je pense que maintenant on rentre en fait dans des années où le cyclocross ça sera vraiment perçu différemment par rapport il y a 10 ans où bon c'est pas qu'on sous-estimait le cyclocross mais Si, ouais. c'était pour aller si tu Et veux pour aller l'hiver, rouler quoi, comme pour ça Une ouais. préparation comme ça. Ouais. Ouais. Alors que maintenant non vraiment je trouve que tout le monde sait l'importance du cyclocross aujourd'hui et ça nous permet une dernière question sur ce cyclocross en général. Toi, pourquoi de nombreux cyclistes le travaillent de plus en plus l'hiver? Est-ce que pour toi ce serait la méthode, la préparation idéale pour performer l'été sur la route, le cyclocross? Idéal peut-être pas, mais c'est sûr que pour moi il faut passer par le cyclocross pour vraiment encore essayer d'avoir le petit plus pour la saison et la saison hivernale, enfin pour la saison été, que ça soit en VTT ou sur la route. Je pense que c'est un plus, voilà, quand on voit à quelle intensité on roule l'hiver sur 1 heure, on se met vraiment à fond. Si on arrive à se mettre à fond sur 1 heure comme ça, à faire des relances chaque virage, mais aussi technique, voilà, sur des classiques comme Paris-Roubaix ou même Strade Bianche ou même sur Tour de France. Maintenant, on voit qu'il y a des pavés sur Tour de France. Ouais, c'est ça. Faut être ou polyvalent puis partout en fait. C'est hyper technique, même dans un arrivé au sprint, faut vraiment bien le placer. Il y a un trottoir, faut le sauter, choses comme ça. C'est des petits bagages techniques. Quand on fait de plus en plus de cyclocross, on gomme un peu ces problèmes techniques qu'on avait auparavant. Et des fois sur la finale de Tour de France ou en VTT, ça a permis de faire la différence, combler ces lacunes. Ouais. Puis même tu parlais tout à l'heure des short tracks en VTT, ça peut bien aider le cyclocross. C'est ça, effectivement. Eh bien, moi je te propose. On a plus de questions, je pense qu'on a vraiment fait le tour du cyclocross et ça fait plaisir aussi d'avoir un amateur et surtout un passionné et quelqu'un qui navigue dans le haut niveau du cyclocross pour avoir quelques informations là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller faire du cyclocross, c'est plus trop la saison mais l'année prochaine, dans 2 ans, n'hésitez pas. En tout cas, merci, c'était la fin de cette émission. Merci Lucas, c'était un plaisir de te recevoir. Merci à vous. Et puis pour tous nos auditeurs, on se retrouve dans 1 mois pour un tout nouvel Espoir sportif. À bientôt, ciao.